Le 13 février 1945, dans les couloirs enfumés du quartier général de l'USAF à Bushy Park, près de Londres, l'air vibrait d'une tension palpable. Les moteurs des B-17 ronronnaient au loin sur les pistes d'envol, un grondement sourd qui se mêlait au crépitement des radios et au cliquetis des téléscripteurs. Dehors, une pluie fine fouettait les vitres, transformant le monde en une masse grise et hostile, tandis que des éclairs distants illuminaient sporadiquement le ciel chargé de nuages. À l'intérieur, sous les lampes nues qui projetaient des ombres longues sur les cartes étalées, le major général Heywood S. Hansell fixait un point sur la carte de l'Allemagne, son cigare éteint pincé entre les dents. Ses yeux, rougis par des nuits sans sommeil, trahissaient l'hésitation d'un homme piégé entre la stratégie et l'urgence. « Les rapports de reconnaissance sont clairs, général », murmura le colonel Curtis LeMay, penché sur la table, son doigt ganté traçant une ligne invisible vers Dresde. LeMay, avec sa silhouette trapue et son regard d'acier, était l'incarnation de l'efficacité impitoyable. Vétéran des raids sur le Japon, il avait déjà prouvé sa valeur dans les cieux du Pacifique, où ses B-29 avaient semé le chaos avec une précision chirurgicale. Mais ici, en Europe, la Luftwaffe faiblissait, et les Alliés pressaient pour des coups décisifs. Les Russes avancent à l'Est. Ils ont besoin de nous pour désorganiser les renforts allemands. Dresde est un nœud ferroviaire vital. Si on frappe maintenant, on coupe leur ligne de ravitaillement avant que l'offensive soviétique ne s'enlise. Hansell hocha la tête, mais son estomac se noua. Dresde n'était pas une cible industrielle comme Hambourg ou Berlin. C'était une ville de culture, un joyau baroque épargné jusqu'alors par les bombes. Les services de renseignement britanniques, via le MI6, avaient signalé la présence de réfugiés, des dizaines de milliers, fuyant l'avance rouge. Les rapports parlaient de trains bondés, d'hôpitaux débordés, de civils entassés dans les caves. Pourtant, le quartier général du Chaef, sous Eisenhower, réclamait une diversion immédiate. Les Soviétiques, lors de la conférence de Yalta, avaient insisté un raid massif pour affaiblir la Wehrmacht sur l'Elbe. Hansell sentait le poids de cette alliance fragile, forgée dans le sang de Stalingrad et de Normandie. Imaginez-vous là, au milieu de cette pièce étouffante, l'odeur de café rance et de tabac froid imprégnant l'air. Vous entendez le tic-tac incessant d'une horloge murale, comme un compte à rebours invisible. Un aide de camp entre en trombe, un message chiffré à la main. Ordre prioritaire du Bomber Command, opération Thunderclap approuvée, cible civile secondaire acceptable pour maximiser l'impact. Les mots « civil secondaire » résonnent comme un glas. Hansell échange un regard avec LeMay. Ce dernier, impassible, allume une cigarette et expire une volute de fumée qui danse sous la lumière. C'est la guerre, général. On ne peut pas se permettre la pitié. Les Lancaster et les Liberators sont prêts. 800 bombardiers, plus de 2000 tonnes d'explosifs. Si on attend, les Allemands réagissent. La décision se cristallise en quelques minutes sous la pression des câbles urgents de Churchill et du War Office. Hansell signe l'ordre, sa main tremblant légèrement sur le papier. Lancez l'opération, mais assurez-vous que les marquages au sol soient précis. Pas de confusion. LeMay acquiesce, déjà en train de relayer les instructions par radio. Dehors, les moteurs s'emballent, un rugissement qui monte comme une tempête imminente. Les pilotes, dans leur cockpit froid, vérifient leurs cartes. Cible primaire, les gares et ponts de Dresde. Altitude de largage, 25 000 pieds. Armement, bombe incendiaire de 500 livres. Phosphore et haut explosif pour un effet maximal. À 21 heures, les premières vagues décollent des bases de Norfolk et du Suffolk. Vous pouvez presque sentir le froid mordant qui s'infiltre dans les bombardiers, le bourdonnement des 4 moteurs Merlin des Lancaster britanniques, le cliquetis des mitrailleuses synchronisées. Le brigadier général Robert B. Williams, commandant la 8e Air Force, pilote son B-17 Fortress, surnommé The Blue Goose. À ses côtés, le navigateur, le lieutenant John Harlan, ajuste les instruments sous la lueur rouge des veilleuses. Cible confirmée, sir. Vent de travers à 15 nœuds. Williams,
Un Texan au visage buriné par des dizaines de missions serre les commandes. Il a vu trop de camarades tomber sur Schweinfurt. Ce soir, il veut que ce soit rapide. Homme propre. Pendant ce temps, à Dresde, la nuit enveloppe la ville d'un manteau de paix trompeuse. Les rues pavées de l'Altstadt bruissent encore des pas pressés des réfugiés. Frau Anna Keller, une veuve de 42 ans, berce son fils de 5 ans dans l'appartement exigu du quartier de Neustadt. Le vent porte l'odeur de pain frais des boulangeries mêlée à celle de la neige fondue. Au loin, les sirènes d'alerte hurlent sporadiquement, mais les habitants, habitués aux faux semblants, haussent les épaules. « Ce n'est que la flaque qui s'entraîne », murmure Anna à son enfant, ignorant que, à 250 km à l'ouest, des escadrilles entières filent vers eux à 300 km/h. Dans le ciel nocturne, les bombardiers atteignent leur point de rendez-vous au-dessus de la mer du Nord. Les Pathfinder, ces aviateurs d'élite du 617e Squadron, larguent leurs marqueurs fluorescents. Des Christmas trees de flards verts et rouges qui illuminent la cible comme un sapin maudit. Le colonel Maurice Love, à bord d'un Mosquito de reconnaissance, survole la Elbe en premier. Visibilité parfaite, pas de nuages. Son opérateur radio transmet « Marquage au sol en place. Attendez les ordres ». Mais au sol, à Londres, un doute ronge Ansel. Un rapport tardif du décryptage ultra révèle que Dresde n'est pas le bastion fortifié qu'on imaginait. C'est une ville ouverte, bondée de civils évacués de l'Est. « Rappelez-les » demande-t-il à Lemay, la voix rauque. Le colonel secoue la tête. « Trop tard, les vagues sont en route. Annulez maintenant ?» C'est risquer un fiasco diplomatique avec Staline. La pluie redouble dehors, comme si le ciel pleurait déjà les âmes à venir. Tandis que les premières bombes sifflent vers la terre, la décision précipitée s'emballe. Un engrenage infernal qui ne peut plus s'arrêter. Dresde, la Florence de l'Elbe, s'apprête à brûler sous un ciel zébré de traînées de feu. Si vous aimez ces récits immersifs de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Les bombardiers filaient à travers la nuit. Une armada fantomatique de 244 Lancaster britanniques et 529 B-17 et B-24 américains. Leurs silhouettes massives découpées contre les étoiles clignotantes. À bord du Memphis Belle, un B-17G piloté par le capitaine Robert Morgan, l'air était chargé d'une humidité glacée qui collait les vêtements à la peau. Les 4 moteurs Wright Air 1820 rugissaient en cadence, un vrombissement assourdissant qui masquait à peine les murmures nerveux de l'équipage. Le mitrailleur de queue, le sergent Quinn, scrutait l'obscurité par la vitre givrée, ses mains gantées, crispées sur les Brownings de calibre. 50. Rien derrière nous. Mais je jure que j'entends les Me-109 rôder, grogna-t-il dans l'intercom, sa voix déformée par le bruit. Au sol, à Dresde, la ville sommeillait sous un voile de brume légère, l'Elbe coulant paresseusement comme un serpent argenté sous la lune pâle. Les cloches de l'église Frauenkirch sonnaient minuit, un tintement mélancolique qui se perdait dans les ruelles étroites de la Altstadt. Herr Karl Becker, un horloger de 58 ans, fermait boutique dans la Pragerstrasse, rangeant ses outils sous la lueur d'une lampe à huile. Sa femme, Greta, et leur fille de 16 ans, Lisle, étaient déjà au lit, épuisés par les journées interminables à trier les réfugiés dans le centre d'accueil de la Johannstadt. « Les Russes sont à 100 kilomètres, avait dit Karl plus tôt, en allumant sa pipe. Mais ici, on est en sécurité. Les Alliés ne touchent pas aux villes comme la nôtre. » Les sirènes avaient retenti 2 fois ce soir-là, des alertes sporadiques qui n'avaient alerté que les chats errants et les gardes de la Wehrmacht postés au pont. Dans le ciel, la formation atteignait la frontière allemande, passant au-dessus des ruines fumantes de Leipzig. Le Pathfinder leader, le squadron leader Leslie Leonard, dans son Lancaster F for Freddy du 83e groupe, vérifiait ses instruments H2S radar. Les flards verts illuminaient déjà l'horizon à l'est comme des feux follets maléfiques. « Cible en vue dans 5 minutes », transmit-il calmement, sa voix britannique coupant le chaos radio. Les bombardiers descendaient à 9000 pieds pour le marquage initial.
Les bombes incendiaires prêtent dans les soutes plus de 1400 tonnes au total, un mélange mortel de phosphore blanc et d'explosifs HE de 4000 livres. Vous imaginez le frisson qui parcourt l'équipage, le cœur battant au rythme des turbines, l'odeur d'huile chaude et de sueur, le froid qui pince les joues malgré les masques à oxygène. À 22h05, les premières bombes tombent. Les Pathfinder largent leur marqueur Target Indicator, des bombes pyrotechniques qui explosent en cascades de feu rouge et vert au-dessus du centre-ville. De son mosquito, le colonel Love observe. Marquage précis sur les gares centrales et le pont de la Carola-Brücke. Vent faible, visibilité 10 sur 10. Mais au sol, à Dresde, l'enfer se déchaîne sans avertissement. Les sirènes hurlent enfin pour de bon, un mugissement strident qui déchire la nuit. Anna Keller, dans son appartement de Neustadt, se redresse en sursaut, serrant son fils contre elle. « Vite, le shelter !» crie-t-elle, attrapant une couverture, tandis que les voisins dévalent les escaliers en pyjama, pieds nus sur le bois craquant. Les rues s'emplissent d'une foule paniquée. Mères portant des bébés, vieux boitant avec des cannes, réfugiés polonais et tchèques qui parlent dans des langues confuses, tous convergeant vers les abris anti-aériens creusés dans les caves des bâtiments baroques. Les explosions premières secouent la terre comme un tremblement de Dieu. Une bombe de 1000 livres frappe la gare Hauptbahnhof, pulvérisant les quais bondés où des milliers attendent des trains pour l'ouest. Le fracas est assourdissant. Un boom primal, suivi d'un rugissement de flammes qui lèche les wagons en bois. Des éclats de métal et de verre fusent, fauchant les corps comme une faux. Karl Becker, courant vers l'abri le plus proche, voit une gerbe de feu illuminer le ciel, projetant des ombres dansantes sur les façades ornées de la Brülsche terrasse. « Greta, Liesl !» hurle-t-il. Mais le souffle d'une seconde explosion le projette au sol, ses oreilles sifflant dans un vide cotonneux. À bord des bombardiers, les artilleurs applaudissent presque. « Direct hit sur les rails !» s'exclame le bombardier du Blue Goose, le lieutenant Harlan, ajustant les viseurs Norden pour la vague suivante. La ville s'embrase rapidement. Les bombes incendiaires, conçues pour créer un feu de forêt urbain, allument des foyers par centaines. Le phosphore blanc, en gouttelettes brûlantes, s'infiltre partout. Dans les toits en tuiles, les greniers remplis de meubles anciens, les caves surpeuplées. L'air se charge d'une fumée âcre, mélange de bois calciné, de chair rôtie et de produits chimiques. Les pompiers, alertés par les Wehrmacht, tentent de lutter. Mais les tuyaux éclatent sous la chaleur et l'Elbe elle-même semble bouillir près des berges. Frau Keller descend dans le shelter, un boyau humide sous l'immeuble où une centaine de personnes s'entassent déjà. L'humidité suinte des murs et les enfants pleurent, tandis que les adultes murmurent des prières. « C'est pire que Coventry », chuchote un réfugié anglais évadé, les yeux écarquillés par le reflet des flammes qui filtrent par les grilles. Dans le ciel, la seconde vague approche. 400 bombardiers lourds qui larguent leur charge à 22h30. Le général Williams, dans son B-17, sent le plancher trembler sous les bombes qui s'envolent. 5 minutes pour le rallye, ordonne-t-il, tandis que les flaks allemands, ces canons 90 mm de la 12e flak division, commencent à cracher leurs obus. Des traînées de shrapnel zèbrent l'air et un libérateur explose à proximité, une boule de feu orange qui illumine les cockpits voisins. Perdu un des nôtres. Crie Quinn dans l'intercom du Memphis Bell. Morgan serre les dents, stabilisant l'avion ballotté par les turbulences thermiques montantes. En bas, les vents de convection aspirent la fumée et les débris, créant un tourbillon infernal qui aspire les gens hors des abris. À Londres, Ansel suit les rapports radio, le visage blême sous la lumière des écrans radars. Perte minimale de notre côté, mais la cible, elle est en train de fondre, rapporte un opérateur. Le May, fumant une autre cigarette, hoche la tête. C'est ce qu'on voulait. Les lignes de ravitaillement sont coupées. Staline sera content. Mais dans les couloirs du quartier général, un officier du renseignement murmure « Les photos de reconnaissance montrent des hôpitaux touchés. Des écoles. Ce n'est pas une diversion, c'est un massacre. » Ansel détourne le regard, le poids de l'ordre signé pesant comme du plomb.
À Dresde, le feu se propage, un océan de flammes qui dévore les théâtres, les galeries d'art, les palais du XVIIIe siècle. Liesl-Becker, séparé de ses parents dans la cohue, court vers la Frauenkirche, espérant y trouver refuge. Les cloches fondent, maintenant, un son déformé qui se mêle aux cris. L'air est irrespirable, saturé de monoxyde de carbone des incendies asphyxiants. Des survivants émergent des ruines, le visage noirci, les vêtements en lambeaux, pour se heurter à une vague de chaleur qui repousse tout espoir. La nuit n'est plus noire, elle est rouge, un brasier qui s'étend sur des kilomètres, visible jusqu'en Silésie. Tandis que la troisième vague se prépare, les pilotes sentent déjà l'odeur de victoire amère. Mais au sol, la décision de cette nuit fatidique commence à révéler son coût humain. Un océan de souffrance qui noie la stratégie dans le sang et les larmes. Les flammes dévoraient Dresde comme une bête affamée, un monstre de feu qui se nourrissait des ombres de la nuit. À 23 heures, la troisième vague de Lancaster britannique, pilotée par les escadrons du 5e groupe de la RAF, surgissait des cieux obscurs, leurs soutes alourdies par les dernières réserves de bombes incendiaires. Le squadron leader, John Bufton, à bord de son Avro Lancaster S for Sugar du 61e escadron, ajustait ses lunettes de vol, le visage luisant de sueur sous le masque à oxygène. Les instruments du cockpit scintillaient faiblement. Altimètre à 8000 pieds, vitesse de 200 nœuds, et le radar G indiquant un point de repère précis sur la Elbe en feu. Objectif en vue. Préparez le largage, ordonna-t-il dans l'intercom, sa voix coupant le ronflement des moteurs Rolls-Royce Merlin comme un scalpel. En bas, la ville était un chaos incandescent. Les vents thermiques, nés de l'infernale chaleur, aspiraient la fumée en spirale tourbillonnante, créant un dôme de cendres qui bloquait la lune. Liesl-Becker, la jeune fille de 16 ans, avait atteint la Frauenkirche, mais l'église baroque, avec ses dômes sculptés, n'offrait plus de sanctuaire. Les vitraux avaient explosé en une pluie de verre multicolore et les fidèles s'entassaient dans la nef, toussant dans l'air chargé de suie. « Papa! Maman !» criait Liesl, sa voix noyée dans le vacarme des poutres qui craquaient. Un pompier de la Feuerwehr locale, le Unteroffizier Heinrich Voss, luttait contre les flammes avec un tuyau dérisoire, son uniforme roussi collant à sa peau. L'eau qu'il projetait s'évaporait avant même de toucher le sol, transformée en vapeur par la température qui frôlait les 1000 degrés Celsius au cœur du brasier. « C'est l'enfer, retirez-vous !» hurlait-il aux réfugiés, mais la panique les clouait sur place, un troupeau humain piégé dans les rues étroites de la Neumarkt. Imaginez-vous là, au milieu de cette fournaise, le sol tremblant sous vos pieds, comme si la terre elle-même agonisait. Vous sentez la chaleur qui ronge la peau, l'air si brûlant qu'il dessèche les poumons à chaque inspiration. Les bombes de la troisième vague sifflent maintenant, un cœur mortel de 500 kilos d'explosifs qui perce l'atmosphère. Elles frappent les quartiers périphériques, la Johannstadt et la Friedrichstadt, où les hôpitaux comme le Diakonischen-Krankenhaus débordent de blessés de l'Est. Une bombe de type blockbuster pulvérise le toit de l'hôpital, envoyant des éclats de béton dans les salles opératoires. Le docteur Elias Müller, chirurgien de la Wehrmacht, opère à la lueur d'une lampe à pétrole quand l'explosion le projette contre le mur. « Les générateurs! Allumez les générateurs !» crie-t-il, le sang coulant de son front, tandis que les patients hurlent dans l'obscurité, leurs lits en fer tordus comme des accordéons. À bord des bombardiers, l'équipage du S for Sugar libère sa charge à 23h15. Le bombardier, le sergent Tom Riley, un Irlandais auvergnat, appuie sur la manette, sentant le plancher se soulever légèrement alors que les bombes chutent en cascade. « Largage réussi, feu sur toute la ligne », rapporte-t-il, observant par la vitre du nez de l'avion les explosions qui fleurissent comme des champignons atomiques. Les flaks allemands, ces redoutables batteries de 120 mm de la Flakgruppe Dresden, ripostent enfin avec vigueur, leurs obus traçants zébrant le ciel en arcs lumineux. Un Lancaster du 49e escadron est touché, ses ailes se disloquant dans une gerbe d'étincelles.
Il s'écrase sur les berges de l'Elbe, près du pont de l'Augustusbrücke, ajoutant son carburant au brasier. Bufton évite un shrapnel d'un virage serré, le cœur battant. « Formation intacte, rentrez à la base », ordonne-t-il, tandis que l'armada fait demi-tour, laissant derrière elle un paysage lunaire de ruines fumantes. Au quartier général de Bushy Park, les rapports affluaient comme une marée rouge. Le major général Hansel, les yeux rivés sur l'écran radar, écoutait les transmissions codées du Bomber Command. 80% de précision sur les cibles industrielles, mais les retours indiquent un feu de tempête en formation, annonça un opérateur, sa voix tendue. Curtis Lemay, adossé au mur, tirait sur son cigare, le visage impassible. C'est le but. Un firestorm pour saturer les défenses. Les Russes avanceront sans entrave. Pourtant, un câble urgent du Mi-6 arrivait. Des photos aériennes préliminaires montraient non pas des usines, mais des quartiers résidentiels en flammes, des files de civils carbonisés dans les abris. Hansel serra les poings, se rappelant les briefings de Yalta où Staline avait réclamé tout ce qui peut aider l'offensive de l'armée rouge. La décision, prise en hâte sous la pluie londonienne, résonnait maintenant comme une erreur fatale. À Dresde, le firestorm s'installait, un phénomène terrifiant où le vent, attisé par les incendies convergents, atteignait 100 km/h, aspirant tout vers le centre. Elna Keller, dans le shelter de Neustadt, serrait son fils contre elle alors que l'air se raréfiait. Les murs suintaient d'humidité, mais dehors, le rugissement du feu était un grondement primal, comme des milliers de locomotives en furie. « Tiens bon, mon petit », murmurait-elle, ignorant que le monoxyde de carbone s'infiltrait par les conduits, empoisonnant l'air confiné. Des gens s'évanouissaient, leur corps s'affaissant dans la foule. Un vieil homme, un réfugié juif caché, psalmodiait une prière en yiddish, sa voix brisée par la toux. Soudain, une secousse ébranla le shelter. Une bombe voisine avait fait s'effondrer un immeuble adjacent, bloquant l'entrée principale sous des tonnes de débris. Karl Becker, émergeant des ruines de la Pragerstrasse, rampait à travers les gravats, les mains écorchées par le verre brisé. Il avait perdu sa pipe dans la chute et l'odeur âcre du phosphore lui brûlait les narines. « Liesl, où es-tu » appelait-il, sa voix rauque émergeant d'un nuage de poussière. Les survivants titubaient autour de lui, des silhouettes fantomatiques, une mère portant un enfant sans vie, un soldat de la Volkssturm, avec le bras arraché, cherchant vainement son fusil Mauser. L'Elbe, autrefois sereine, bouillonnait maintenant, ses eaux polluées par les cendres et les corps flottants. Les ponts, criblés d'impacts, menaçaient de s'effondrer, isolant les quartiers nord du centre en feu. Vers minuit, alors que les derniers Lancaster regagnaient leur base à Mildenhall et Coningsby, le silence relatif retombait sur Dresde. Un silence brisé seulement par les craquements des bâtiments qui s'écroulaient et les gémissements des mourants. Mais l'aube approchait, et avec elle, la vague américaine promise. Plus de 300 B-17 et B-24 de la 8e Air Force, partis de base en France et en Angleterre, filant vers l'Est pour achever le travail. Le brigadier général Williams, dans son Blue Goose, vérifiait les cartes à l'aube naissante. Cible secondaire confirmée, largage à 10 heures. Transmit-il, ignorant que la ville, déjà brisée, n'était plus qu'un tombeau ouvert. Tandis que le soleil se levait sur un horizon rougeoyant, les premiers ronronnements des moteurs américains perçaient l'horizon, portant la promesse d'une destruction encore plus totale. La nuit n'avait pas suffi. La décision précipitée s'étirait en un jour de deuil éternel, où chaque bombe supplémentaire creusait plus profond dans l'âme d'une cité perdue. Le soleil timide perçait à travers les nuages bas au-dessus de l'Elbe, baignant Dresde d'une lumière orangée qui contrastait avec l'horreur en contrebas. Il était 9 heures du matin le 14 février 1945, et la ville, déjà ravagée par la nuit infernale, gémissait sous un ciel chargé de cendres. Les tours effondrées de la Kreuzkirche fumaient encore, leurs cloches tordues pendantes comme des langues de métal fondu. L'air portait une odeur suffocante de chair brûlée
et de pierres calcinées, un miasme qui s'accrochait aux poumons comme une malédiction. Au loin, le grondement sourd des moteurs approchait. La 8e Air Force américaine, avec ses 311 B-17 Flying Fortress et 200 B-24 Liberators, décollés des bases de Thorpe Abbott et de Shipdam, filait en formation serrée à 25 000 pieds. Le brigadier général Robert B. Williams, dans le cockpit de son B-17, The Blue Goose, scrutait l'horizon embrumé, ses yeux plissés derrière les verres de ses lunettes aviateurs. Visibilité réduite par la fumée, mais les marqueurs de la nuit sont encore visibles, transmit-il par radio, sa voix texane coupant le bourdonnement des Wright Cyclones. À bord, l'équipage était tendu, les masques à oxygène sifflant à chaque inspiration. Le navigateur, le lieutenant John Harlan, ajustait les viseurs Norden, ces instruments high-tech qui promettaient une précision chirurgicale même dans le chaos. Cible. Les usines de communication et les dépôts de carburant à l'est de la Grosser-Garten. Altitude de largage confirmée, annonça-t-il, ignorant que la ville en dessous n'était plus qu'un labyrinthe de ruines où les survivants erraient comme des ombres. Les bombes dans les soutes, 650 tonnes d'explosifs à haute capacité, mélange de 500 livres de fragmentation et d'incendiaires, attendaient à leur heure, prêtes à prolonger l'agonie. Vous imaginez le frisson qui parcourt la carlingue, le froid à cette altitude qui engourdit les doigts sur les commandes, tandis que les premiers éclats de flaques allemandes perçant l'air, des obus de 86 mm tirés par les batteries survivantes de la 14e Flak Division, affaiblis mais tenaces. Au sol, Anna Keller émergeait enfin du shelter de Neustadt, toussant violemment, son fils inerte dans les bras. L'air du matin, censé rafraîchir, était un poison. Des particules de phosphore flottaient encore, et le sol était jonché de corps noircis, figés dans des postures de supplication. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» murmura-t-elle, les larmes traçant des sillons sur son visage couvert de suie. Autour d'elle, les réfugiés titubaient, aidant les blessés à se relever. Karl Becker, le visage tuméfié et une côte cassée, fouillait les décombres de la Pragerstrasse, appelant l'Isle d'une voix brisée. Il avait trouvé Greta, sa femme, ensevelie sous une poutre, son corps froid et immobile. « Non, pas elle », gémit-il, s'effondrant à genoux dans la poussière, tandis que des secouristes de la DRK, la Croix-Rouge allemande, passaient en courant, portant des brancards improvisés faits de portes arrachées. Les hôpitaux, comme le Universitätsklinicum, étaient des mausolées surpeuplés. Le docteur Elias Müller, le chirurgien, opérait sans anesthésie, ses mains tremblantes cousant des plaies infectées sous la lumière crue du jour. « On manque de morphine, de bandages, tout !» criait-il à un aide-soignant, alors qu'un nouveau grondement aérien faisait vibrer les murs. À 10 heures précises, la première escadrille américaine larguait sa charge. Les bombes sifflaient en tombant, un sifflement aigu qui glaçait le sang des survivants. Elle visait les cibles militaires, les ateliers Siemens à la Blaswitzer-Strasse et les entrepôts de la Wehrmacht près de la gare. Mais le vent de travers et la fumée résiduelle déviaient les trajectoires. Une salve de 1000 livres pulvérisa un quartier résidentiel de la Friedrichstadt, où des milliers de réfugiés s'étaient réfugiés dans des écoles reconverties. L'explosion souleva un nuage de débris, projetant des tuiles et des meubles dans les airs comme des confettis mortels. Liesl Becker, qui avait survécu à la nuit dans la cave de la Frauenkirche, fut emportée par le souffle. Elle atterrit dans une ruelle, les oreilles bourdonnantes, le bras droit brisé. « Aidez-moi, s'il vous plaît » balbutia-t-elle, rampant vers un groupe de femmes qui creusaient à main nue pour dégager un enfant enseveli. Les flammes, attisées par les nouveaux incendies, se propageaient à nouveau, le firestorm de la nuit se réveillant en un brasier diurne qui consumait les parcs et les berges. Dans le ciel, Williams pilotait à travers les tirs de flak, les obus explosant autour du Blue Goose en gerbes de shrapnel qui criblaient les ailes. « Perdu un moteur, stabilisé !» hurla le mécanicien de vol, tandis qu'un B-24 du 445e groupe bombardement s'embrasait, plongeant en vrille vers la Grosser-Garten, son impact final semant la panique parmi les rescapés qui y cherchaient refuge. « Rapportez les dommages !»
ordonna Williams, serrant les dents. Son avion vibrant sous les turbulences. Les artilleurs de queue, armés de leurs mitrailleuses, 50, ripostaient sporadiquement. Mais la Luftwaffe, épuisée, n'offrait qu'une résistance symbolique avec quelques FW-190 isolés. Au quartier général de Bushy Park, Hansel suivait les transmissions, le cœur serré. « Les Russes remercient déjà pour la diversion », rapporta Lemay, consultant un télégramme de l'état-major soviétique. Les divisions SS sur l'Oder hésitent, leur train bloqué, mais un officier du renseignement pâle agitait des photos préliminaires. « Général, ce n'est pas une victoire. Les zones civiles, 80% touchées, des milliers de morts estimés. » À Dresde, le bombardement se poursuivait jusqu'à midi. Les vagues successives transformant les survivants en fantômes errants. Heinrich Voss, le pompier, luttait contre un incendie près du pont de la Carola-Brücke, son tuyau crevé par un éclat. L'Elbe, polluée de cadavres et de débris, charriait des corps vers l'aval, tandis que des bateaux de fortune, des barques volées, tentaient d'évacuer les blessés vers les rives est. Anna Keller, portant son fils miraculeusement vivant mais inconscient, rejoignait un convoi de réfugiés polonais, leurs pas lourds sur les routes obstruées. « Les Alliés, ils nous ont trahis », murmurait un vieux Tchèque, les yeux vitreux. Karl Becker, enfin, trouva Lisle, blessée mais respirante, dans les bras d'un soldat de la Wehrmacht qui la portait. « Papa » souffla-t-elle avant de s'évanouir. Père et fille s'étreignaient au milieu des ruines, un îlot de tendresse dans l'apocalypse. Tandis que les derniers B-17 regagnaient l'ouest, laissant Dresde exsangue sous un ciel noircissant à nouveau, les premières évaluations filtraient, plus de 25 000 morts. Une cité baroque réduite à un champ de cendres. À Londres, Hansel signait un rapport préliminaire, le doute le rongeant comme un acide. La décision précipitée, née d'une nuit pluvieuse, avait coûté bien plus qu'une ville. Elle avait gravé une cicatrice indélébile dans l'histoire. Mais au-delà des flammes, les échos de la guerre grondaient encore, promettant des comptes à rendre dans les jours à venir. Les jours suivants, le 14 février 1945, s'étiraient comme une plaie ouverte sur Dresde, une ville agonisante sous un ciel perpétuellement voilé de fumée. L'air, encore imprégné de l'odeur âcre du phosphore et des cendres, portait les gémissements étouffés des survivants qui fouillaient les décombres à main nue. Les rues de l'Altstadt, autrefois bordées de palais baroques, aux façades ornées de stucs dorés, n'étaient plus que des labyrinthes de gravats où des poutres carbonisées pendaient comme des membres brisés. L'Elbe, gonflée par la pluie fine qui recommençait à tomber, charriait des objets macabres. Des jouets noircis, des livres à demi brûlés des bibliothèques de la Semperoper et des corps gonflés qui flottaient vers l'aval, témoins muets du carnage. Imaginez-vous errant dans ce chaos, les semelles de vos bottes crissant sur le verre pilé, le cœur serré par le silence entrecoupé de cris sporadiques, un appel à l'aide, un sanglot d'enfant, le craquement d'un mur qui s'effondre sans prévenir. Karl Becker, le visage bandé d'un chiffon improvisé, imbibé de sang séché, portait Liesle sur son dos, ses pas lourds, le menant vers les abords de la Grossergarten. La jeune fille, le bras droit plâtré grossièrement par un médecin de la Wehrmacht, délirait de fièvre, murmurant des mots incohérents sur les cloches de la Frauenkirche qui avaient fondu comme de la cire. « Papa, l'eau, j'ai soif », soufflait-elle, sa voix un filet fragile contre le vent froid qui balayait les parcs calcinés. Karl avait rejoint un groupe hétéroclite de rescapés. Des réfugiés silésiens aux yeux hagards, des soldats de la 72e division d'infanterie démobilisés et des volontaires de la Deutsche Rotkreuz qui distribuaient des rations maigres, du pain rassis et de l'eau trouble tirée de l'Elbe filtrée. Heinrich Voss, le pompier épuisé, dirigeait les efforts près du pont de la Carola-Brücke, où des équipes déblayaient les débris avec des pelles et des baïonnettes. « Creusez ici, il y a des voies en dessous !» ordonnait-il, sa voix rauque émergeant d'un masque de suie, tandis que des chiens-loups reniflaient les ruines, aboyant frénétiquement devant les abris effondrés. Anna Keller, quant à elle, avait déposé son fils dans un hôpital de fortune installé dans les caves de la Johannstadt.
un réseau de tunnels humides où les médecins comme le docteur Elias Müller travaillaient sans relâche. Les salles étaient surpeuplées, des lits de camp alignés sous des ampoules nues, l'air saturé d'iode et de puces infectées. Infection généralisée. Sans antibiotiques, on les perdra tous. Elle démarmonnait Müller à un aide-soignant, suturant une plaie au thorax d'un enfant polonais dont les poumons étaient ravagés par la fumée. Anna veillait son petit, un garçon de 5 ans, aux cheveux collés de sueur, qui toussait par intermittence, crachant des mucosités noires. Dehors, les corbillards improvisés, des charrettes tirées par des chevaux faméliques, emportaient les corps vers des fosses communes creusées à la hâte dans les faubourgs. Les autorités locales, sous l'égide du Gauleiter Martin Mutschmann, estimaient déjà les pertes, plus de 18 000 morts confirmés, mais les chiffres grimpaient à mesure que les sauveteurs exhumaient les shelters asphyxiés par le monoxyde de carbone. C'est pire que l'enfer de Varsovie, chuchotait un prêtre luthérien, administrant les derniers sacrements à une file de mourants alignés sur le trottoir. À l'est, l'armée rouge avançait inexorablement, ses T-34 grondant sur les routes boueuses de Saxe. Le maréchal Ivan Konev, commandant du premier front ukrainien, recevait les rapports des éclaireurs avec un sourire froid. Les bombardements alliés ont fait le travail pour nous. Les divisions Panzer sur l'Oder sont en déroute, leurs dépôts de munitions en flammes, déclarait-il dans son PC roulant, un camion gaz AA converti, entouré de cartes où Dresde était marqué d'une croix rouge. Les Soviétiques, informés par les canaux de Yalta, saluaient la diversion comme un cadeau stratégique. Les renforts allemands, censés contrer l'offensive de Vistule-Oder, étaient paralysés, leurs trains immobilisés dans les gares pulvérisées de la Hauptbahnhof. Mais au cœur des lignes, des prisonniers allemands capturés murmuraient sur le bombardement barbare, alimentant la propagande de Goebbels qui hurlait à la radio. Les Anglo-Américains égorgent les civils allemands pour plaire à Staline. Les ondes courtes portèrent ces mensonges jusqu'aux oreilles des survivants, semant la haine dans les cœurs brisés. À Londres, dans les couloirs lambrissés du War Office à Whitehall, la nouvelle de l'ampleur du désastre filtrait comme un poison lent. Le Premier ministre Winston Churchill, fumant son éternel cigare dans son bureau aux murs tapissés de cartes, lisait le rapport du Bomber Command avec un froncement de sourcils. « Thunderclap a réussi sur le plan militaire, mais à quel prix ?» grommelait-il à son secrétaire, Brendan Bracken, tandis que dehors, la Tamise coulait paisible sous un ciel gris. Les premières photos aériennes, prises par des mosquitos du 1409e Flight, montraient une Dresde rasée, 160 000 logements détruits, 96% du centre-ville en ruine, des cratères béants là où s'élevaient jadis la Zwinger et l'Opéra. Le major général Haywood S. Hansell, convoqué d'urgence, faisait face à un conseil restreint. Les cibles étaient les nœuds ferroviaires, pas la population, plaidait-il, sa voix tendue. Mais Curtis LeMay, assis en face, haussait les épaules. La guerre totale, général. Les Russes nous le demandaient explicitement. Sans cela, Berlin tiendrait plus longtemps. Pourtant, des fuites dans la presse, un article discret du Times évoquant des pertes civiles excessives, attisaient les débats au Parlement. Des voix comme celle d'Anthony Eden, le secrétaire aux Affaires étrangères, murmuraient « Cela pourrait nous coûter l'opinion publique. Les Allemands crient au crime de guerre. » Aux États-Unis, à Washington, le secrétaire à la guerre Henry Stimson briefait le président Roosevelt, alité dans sa chambre de la Maison-Blanche, affaibli par la polio. Eisenhower approuve l'opération, mais les rapports du chef indiquent 25 000 à 30 000 morts, majoritairement civils, rapportait Stimson, ses lunettes glissant sur son nez. Roosevelt, le visage pâle, sous sa couverture, hochait la tête. La fin justifie les moyens, mais gardons cela discret. Les élections approchent. Derrière les coulisses, les analystes d'Ultra décryptaient les communications allemandes. Des ordres frénétiques pour reconstruire les ponts, mais aussi des témoignages de soldats SS traumatisés par les fantômes de Dresde, des civils errants accusant les Alliés de barbarie.
Le Mi-6, via ses agents à Berne, collectait des rumeurs, des survivants fuyant vers la Suisse, portant des récits qui pourraient un jour alimenter les tribunaux de Nuremberg. À Dresde, les secours s'organisaient tant bien que mal. Des convois de la Wehrmacht, détournés de l'Est, amenaient des ingénieurs pour rétablir les lignes électriques, mais les générateurs ronronnaient en vain contre l'ampleur des destructions. Liesl-Becker, ranimé par une dose de morphine volée, ouvrait les yeux sur un monde en noir et blanc. Les arbres du Grosser-Garten réduits à des squelettes calcinés, les oiseaux absents du ciel. « On va s'en sortir, hein, papa ?» demandait-elle à Karl, qui hochait la tête, les larmes aux yeux, serrant sa main. Anna Keller, apprenant la mort de son mari, écrasé dans un shelter effondré, rejoignait le groupe. Son fils rétabli, mais marqué à jamais. Ensemble, ils formaient une famille improvisée, marchant vers l'ouest, évitant les patrouilles soviétiques qui sondaient déjà les faubourgs. Mais au crépuscule du 16 février, un nouveau grondement lointain perçait l'horizon. Les premiers T-34 de la 5e armée de choc soviétique, profitant du chaos, franchissaient l'Elbe. Les cloches brisées de la ville semblaient sonner un glas funèbre, tandis que les Alliés, à des milliers de kilomètres, mesuraient les fruits amers de leur décision. Les comptes approchaient, non pas dans les flammes, mais dans le jugement impitoyable de l'histoire, qui se profilait déjà. Les cendres de l'oubli. Les semaines qui suivirent l'apocalypse de Dresde s'étirèrent en un brouillard de deuil et de reconstruction précaire, tandis que l'hiver 1945 mordait la Saxe d'un froid implacable. Au cœur des ruines de la Neumarkt, où les statues brisées de la Vierge Noire gisaient parmi les gravats comme des idoles profanées, Karl Becker et Liesl erraient parmi les convois de réfugiés, leurs silhouettes amaigries se fondant dans la procession des damnés. Liesl, le bras en écharpe et le regard hanté par des cauchemars de flammes dansantes, s'accrochait au bras de son père, ses pas traînant sur les pavés disjoints. « Papa, est-ce que Dresde renaîtra un jour ?» murmurait-elle, sa voix un écho fragile contre le vent qui charriait encore des flocons de cendres. Karl, le visage creusé par la perte de Greta et par des nuits sans sommeil, hochait la tête sans conviction, serrant dans sa poche un fragment de montre brisé, le seul vestige de sa boutique sur la Pragerstrasse. Autour d'eux, des équipes de la organisation TOT, ces ingénieurs du Reich agonisants, déblayaient les décombres avec des bulldozers Opel Blitz, mais chaque pelletée révélait un nouveau corps, enveloppé dans un linceul de toile de tente. L'odeur persistante du phosphore se mêlait à celle de la terre humide, un relent qui collait à la peau comme un reproche éternel. Anna Keller, ayant confié son fils aux soins d'un orphelinat improvisé dans les caves de la Pillnitz, rejoignait le flux des évacués vers l'ouest, fuyant l'avance soviétique qui grondait comme un orage lointain. Les T-34 du premier front ukrainien, avec leurs chenilles d'acier crissant sur les routes défoncées, avaient franchi l'Elbe le 8 mai, ne profitant des ponts à demi effondrés que les sapeurs allemands n'avaient pas eu le temps de miner. Le Gauleiter Mutschmann avait fui en panique, abandonnant la ville à son sort, tandis que les derniers soldats de la Wehrmacht, armés de fusils carabineurs 98K rouillés, se rendaient sans combat. Heinrich Voss, le pompier survivant, avait été incorporé de force dans une unité de la Volkssturm, patrouillant les faubourgs contre les pillards, son casque Stahlhelm cabossé protégeant un crâne marqué de cicatrices. « Les Russes ne sont pas mieux que les bombes !» grognait-il à un camarade, scrutant l'horizon où des colonnes de prisonniers allemands maigres et courbés marchaient sous les baïonnettes NKVD. Les soviétiques, installés dans l'hôtel de ville ravagé, réquisitionnaient les rares vivres, leurs officiers toquant à la porte de Karl pour exiger des cartes des souterrains, ces mêmes abris qui avaient étouffé tant de vies sous le monoxyde de carbone. Imaginez-vous là, au milieu de cette occupation naissante, l'air vibrant du ronflement des moteurs gaz qui tractent des canons IS-3, le goût âpre de la ration K des soldats russes sur la langue.
Les cloches de la Frauenkirche, fondues en une masse informe, ne sonnaient plus. À leur place, les haut-parleurs diffusaient l'hymne de l'Internationale, un chant triomphant qui sonnait faux sur les ruines. Le docteur Elias Müller, le chirurgien, avait été emmené pour interrogatoire par les services de contre-espionnage soviétiques, accusé d'avoir soigné des officiers SS. Il réapparut des jours plus tard, brisé, soignant désormais les blessés de l'armée rouge avec les mêmes mains tremblantes. Les estimations officielles montaient 25 000 morts, peut-être plus, dont 6 000 enfants réfugiés de Silésie. Les fosses communes de la Heidefriedhof s'emplissaient des croix de bois anonymes plantées par des prêtres luthériens sous la surveillance des commissaires. À des milliers de kilomètres, à Londres, le poids de la décision s'alourdissait comme une ombre sur les alliés victorieux. Winston Churchill, dans les salons enfumés de Shaker, relisait les rapports du Chaef avec un cigare éteint entre les lèvres. Dresde, un coup de tonnerre nécessaire, mais mon Dieu, quel écho, confiait-il à son aide de camp, tandis que dehors, les rosiers printaniers fleurissaient indifférents. Les débats au Parlement s'enflammaient. Richard Stokes, député travailliste, dénonçait le bombardement terroriste dans une motion au House of Commons, citant les photos aériennes montrant les cratères béants de la Grossergarten. Le Bomber Command, sous Sir Arthur Harris, le Bomber Harris impitoyable, défendait l'opération Thunderclap comme une mesure proportionnée pour hâter la fin de la guerre, arguant que les nœuds ferroviaires de Dresde avaient bien entravé les 200 000 soldats allemands redéployés vers l'Est. Pourtant, des fuites vers la presse neutre, un article dans le Neue-Zürcher Zeitung évoquant le Holocauste de Dresde, attisait les accusations de crimes de guerre. Curtis LeMay, promu brigadier général, rentrait aux États-Unis, son regard d'acier imperturbable lors des briefings au Pentagone. « On a gagné la guerre plus vite. Sans Dresde, les Russes s'enlisaient à Berlin », déclarait-il à Henry Stimson, ignorant les murmures des analystes d'Ultra qui révélaient que les pertes civiles avaient galvanisé la résistance fanatique des nazis dans les derniers jours. Haywood S. Hansel, le major général tourmenté, fut relevé de ses fonctions en mars, remplacé par LeMay à la tête de la 21e Air Force pour les raids sur le Japon, une promotion déguisée en exil. Dans son journal intime, qu'il brûla plus tard, il notait « Cette nuit pluvieuse à Bushy Park a coûté plus que des vies. Elle a entaché notre cause juste. » À Yalta, les échos de l'opération planaient comme un fantôme. Staline, lors des négociations de Potsdam en juillet, remerciait froidement les Alliés pour leur soutien décisif. Mais ces espions rapportaient déjà les récits des survivants pour alimenter la propagande anti-occidentale. Franklin D. Roosevelt, mort en avril, n'eut pas à affronter les auditions. Ce fut Harry Truman qui, face au Congrès, minimisait l'incident comme un mal nécessaire, tandis que les photos de Dresde circulaient dans les couloirs du Capitole, semant le doute chez les isolationnistes. À Nuremberg, en novembre 1945, les tribunaux militaires internationaux se penchaient sur les crimes nazis, mais les procureurs alliés, Robert Jackson pour les États-Unis, Hartley Shawcross pour la Grande-Bretagne, évitaient soigneusement d'évoquer Dresde, de peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Des témoins allemands, comme Victor Klemperer, le juif survivant caché à Dresde, témoignaient des bombardements dans leur mémoire, comparant le Firestorm aux chambres à gaz. Les bombes n'ont pas de gaz, mais le résultat est le même, une annihilation industrielle. Les accusés nazis, de Göring à Ribbentrop, hurlaient leur hypocrisie. « Vous nous jugez pour Auschwitz, mais qui jugera vos Lancaster ?» LeMay, interrogé en privé par le Jacques Corps, haussait les épaules. « Si on perd la guerre, on est des criminels. On l'a gagnée, on est des héros. » Des années plus tard, en 1960, Dresde renaissait lentement sous la RDA, ses ruines reconstruites en béton socialiste, la Frauenkirche érigée en symbole de résilience antifasciste. Karl Becker, émigré en République fédérale, racontait son histoire à des journalistes de Der Spiegel, Liesl à ses côtés, marié mais stérile des suites de ses blessures.
Anna Keller, restée en Est, élevait son fils dans l'ombre du mur, enseignant l'anglais avec des livres sauvés des flammes. Voss devint contremaître dans une usine d'armement soviétique, Müller, un médecin discret à Leipzig. Les leaders, Churchill mourut en 1965, hanté par ses démons. Lemay devint chef d'état-major, candidat à la vice-présidence. Hansel s'éteignit en 1989, emportant ses regrets. La décision précipitée de cette nuit de février 1945, née d'une pluie londonienne et d'une alliance fragile, avait coûté une ville entière, non seulement en vie, mais en innocence. Dresde, la Florence de l'Elbe, n'était plus. À sa place, une cicatrice qui saignait encore dans les mémoires, rappelant que la guerre, même victorieuse, laisse des ombres plus longues que les flammes. Et dans le silence des nuits sans sirène, les survivants se demandaient qui paie vraiment le prix de la hâte.